L'exostose est la tumeur osseuse la plus fréquente, avec le fibrome non ossifiant. De la même manière, c'est une tumeur qui apparaît pendant l'enfance, le plus souvent de façon idiopathique. Toutefois, il n'est pas impossible, dans un contexte de radiothérapie dans l'enfance notamment, de voir se développer des exostoses sur les sites d'irradiation jusque dans 25% des cas. Pour être complet, signalons que sur les sites de fractures de type Salter peuvent également se rencontrer quelques exostoses. Avant d'aller plus loin dans ce module dédié à l'exostose, précisons qu'il existe un synonyme qu'est le terme d'ostéochondrome. Néanmoins, nous n'aimons pas tellement ce terme car il prête à confusion avec les corps étrangers intra-articulaires que l'on rencontre par exemple dans l'arthrose. Le mot-clé pour caractériser la localisation d'une exostose, c'est la topographie métaphysodiaphysaire, en particulier sur les os longs, donc en commençant par le fémur, touché dans 30% des cas, l'humérus dans 20% des cas, mais également le tibia. Tous les os peuvent être atteints, également les os du squelette axial et en particulier dans les formes multiples. Afin de bien comprendre la présence de ces exostoses chez l'enfant, mais également d'en comprendre la sémiologie, il convient de vous rappeler dans un premier temps la physiologie de la croissance osseuse. Pour cela, définissons les différents acteurs en présence. En premier lieu, le point d'ossification épiphysaire entouré de son cartilage. En second lieu, le cartilage de croissance à l'interface entre le point d'ossification et l'os porteur. Signalons qu'autour du cartilage de croissance existe un système d'étanchéité du cartilage qui s'appelle la virole périchondrale et dont le travail est de faire pousser l'os dans la longueur de la diaphyse et non pas perpendiculairement ce bouchon véritable existant. Terminons par le périoste qui est autour du cortex et qui contribue également à la croissance osseuse. Cette croissance osseuse se produit dans la longueur de l'os, c'est ce que l'on appelle l'ossification encondrale. Son travail est, à partir du cartilage de croissance, de favoriser la croissance en longueur de votre os. Le second type d'ossification, c'est l'ossification périostée, également appelée ossification membraneuse. Son travail est de pousser transversalement à partir de l'enveloppe circonférentielle du périoste pour faire croître votre os et votre diaphyse dans sa largeur. Si vous avez bien compris la physiologie de la croissance osseuse, eh bien, vous comprendrez sans aucune difficulté la physiopathologie des tumeurs cartilagineuses que sont l'exostose et l'enchondrome. Commençons par l'exostose dans ce module. Cette exostose résulte d'un accident initial au niveau de la virole périchondrale. Celle-ci, en phase de croissance, perd de son étanchéité, laissant traverser du cartilage de croissance vers l'extérieur. Comme celui-ci a pour mission de croître en direction de la diaphyse, celui-ci va s'incurver en direction de cette dernière et comme c'est également son job, celui-ci va produire de l'os spongieux qui va naturellement s'organiser de façon pédiculée et dans la même direction diaphysaire. Le troisième job étant de produire du cartilage. En surface de ce tissu spongieux osseux organisé se développera une coiffe cartilagineuse tout à fait caractéristique. À terme, l'exostose mature se présentera sous forme d'une anomalie métaphysodiaphysaire, pédiculée, spongialisée, orientée en direction de la diaphyse et coiffée d'une coiffe cartilagineuse tout à fait caractéristique. Pour être complet, signalons que si l'accident survient tôt en phase de croissance chez l'enfant, eh bien, le pédicule se déplacera très loin au sein de la diaphyse pour s'arrêter à 15 ans à la fermeture des cartilages de croissance, tandis que si l'accident survient très tard dans la croissance, eh bien, le pédicule n'aura pas le temps de se développer très loin et restera inséré en position plutôt métaphysaire que diaphysaire. Sur un plan clinique, une exostose installée est le plus souvent stable, parfaitement indolore et sera découverte de façon fortuite sur un examen d'imagerie. Plus rarement, lorsqu'elle est grosse, cette exostose pourra favoriser des douleurs, mais ceci sort un peu du cadre de notre programme dédié aux tumeurs de découverte fortuite. Néanmoins, signalons la possibilité d'une fracture du pédicule, d'une néobursite par frottement avec les tissus environnants et notamment les tendons. Signalons également la possibilité d'une compression nerveuse, en particulier au creux poplité, ou enfin de transformation sarcomateuse qui, si elle est très rare, doit néanmoins être suspectée et recherchée devant toute exostose douloureuse.
Alors quand on a parlé de physiopathologie, eh bien on a tout dit car la sémiologie va en découler. La tumeur sera naturellement métaphysodiaphysaire et jamais, ou en tout cas exceptionnellement épiphysaire. Elle sera typiquement pédiculée, typiquement orientée en direction de la diaphyse, on n'est pas surpris. Elle sera typiquement spongialisée et on le verra plus loin. Ce tissu spongieux devra être en continuité avec le tissu spongieux de l'os porteur, tandis qu'une coiffe cartilagineuse siège manifestement en surface de ces petites indentations d'os spongieux qui la reçoivent. Si la forme pédiculée est facile à comprendre, signalons qu'une forme sessile peut se rencontrer. Elle est à base large, également d'implantation métaphysodiaphysaire, tandis qu'il existera au sommet de cette petite pointe osseuse une coiffe cartilagineuse que l'on verra mieux en scanner, en échographie ou en IRM. Voici l'exemple d'un autre patient qui vient aux urgences pour un traumatisme. Il n'a pas de symptômes préalables à cet accident et vous trouverez une image osseuse appendue en position métaphysodiaphysaire sur le versant postérieur et latéral du tibia proximal. Il existe manifestement un pédicule osseux mettant en continuité cette image et l'os porteur sous-jacent, tandis que des indentations osseuses hétérogènes sont vues, manifestement en regard d'une coiffe cartilagineuse. Cette image est typique d'une exostose. Autre exemple d'un jeune patient qui consulte pour un traumatisme se voit découvrir cette petite formation pédiculée en position métaphysodiaphysaire. L'IRM qui était réalisé par ailleurs confirmait la nature typique d'une exostose pédiculée et d'orientation diaphysaire. Alors si le diagnostic est facile en radiographie, eh bien les autres modalités d'imagerie que sont le scanner et l'IRM peuvent être demandées. Le scanner, c'est l'examen de référence que vous devrez avant tout demander pour confirmer le diagnostic. Ce qu'il va montrer, c'est quelque chose d'absolument caractéristique, de pathognomonique et qui vous aidera à faire la différence avec d'autres diagnostics différentiels, comme l'ostéome post-traumatique. C'est la continuité entre le tissu spongieux de l'os porteur et le tissu spongieux de votre exostose. Cette continuité est obligatoire et elle signe le diagnostic. En voici l'illustration chez un patient qui vient également aux urgences pour un traumatisme de cheville, se voit découvrir une excroissance osseuse qui manifestement interfère avec la fibula distale et favorise son érosion. Cette anomalie est manifestement très ancienne, on pourrait s'inquiéter sur sa nature tumorale. Le premier examen à demander, si ces radiographies ne vous suffisent pas, c'est un scanner. Ce scanner, que va-t-il montrer? Eh bien, de façon caricaturale, cette continuité entre le tissu spongieux de l'os porteur et le tissu spongieux de notre excroissance, qui, donc, est une exostose sur les données de ce scanner. Voici la confirmation dans un plan axial, qu'il n'existe pas de cortex à ce niveau, mais bien une continuité large au sein du tissu spongieux. Voici une autre illustration dans le cadre d'un ressaut de la scapula chez un homme plus âgé. Sur la radiographie standard, vous voyez déjà une excroissance osseuse dans cette interface tout à fait caractéristique et à l'origine fréquemment d'un ressaut de la scapula. Lorsque vous faites un scanner, vous confirmerez la sémiologie typique d'une formation pédiculée avec des petites indentations partiellement calcifiées par endroits, portant véritablement la coiffe cartilagineuse. Mais ce que ce scanner vous apporte avant tout, c'est la confirmation de ce signe pathognomonique qu'est la continuité spongieuse, os porteur, lésion. Si l'on a bien compris cette sémiologie, eh bien on ne se fera pas avoir dans le cas de ce patient de 70 ans, chez qui l'on trouve une image manifestement ossifiée le long du fémur proximal, découverte de façon relativement fortuite. Lorsque vous réalisez un scanner complémentaire, vous allez bien confirmer l'existence d'une lésion ossifiée typique, contenu spongieux, cortex périphérique. Néanmoins, vous ne montrerez pas de continuité large entre le tissu spongieux de l'ossification et celui de l'os porteur. Ainsi, cet aspect ne peut être celui d'une exostose. Il s'agissait là, manifestement, d'une ossification post-traumatique ancienne, fortuite et parfaitement bénigne. Si le scanner, comme toujours, fait parfaitement le job, l'IRM peut avoir également son intérêt. Regardons le cas de ce patient porteur d'une claudication médulaire progressive. Le scanner a montré l'existence d'une ossification appendue à l'arc postérieur avec développement endocanalaire et extracanalaire. Cet aspect est typique d'une exostose de par cette continuité spongieuse que vous pouvez démontrer.
L'IRM a néanmoins une place, dans le cas présent, pour affirmer l'existence d'un retentissement sur le cordon médulaire, bien entendu, mais également pour confirmer l'existence d'un contingent parfaitement spongieux de signal T1 élevé, identique à celui de l'os rachidien adjacent. Pour être complet, précisons qu'il existait une petite coiffe cartilagineuse. Celle-ci avait peut-être, même si ceci est jusqu'à preuve du contraire inquiétant, avait peut-être légèrement progressé en taille chez ce patient. Ainsi, l'IRM peut montrer la continuité spongieuse et confirme la présence d'une coiffe cartilagineuse. Autre cas clinique d'un patient porteur d'une forme multiple avec très nombreuses exostoses au pourtour du bassin. L'IRM montrait, en plus de cette radiographie tout à fait caractéristique, une coiffe cartilagineuse irrégulière autour des indentations osseuses que vous pouviez voir pénétrer au sein du cartilage. Cet aspect est caractéristique. Notons qu'à l'âge adulte, la coiffe n'excède pas quelques millimètres et doit rester stable. Sa croissance au-delà de 20 mm, nous allons le voir, étant jusqu'à preuve du contraire, suspecte de transformation sarcomateuse. Cette transformation sarcomateuse doit être une obsession dès lors qu'une exostose est présente. Vous devrez la rechercher comme d'autres causes de douleur que nous avons déjà évoquées. La fracture, comme chez ce patient hockeyeur qui reçoit un choc et fracture une exostose qu'il ne connaissait pas. L'existence d'une néobursite chez un autre patient, porteur d'une douleur focale. Lorsque vous faites l'échographie, vous voyez bien du liquide. Ça n'est pas une bourse, car à ce niveau, il n'y a pas de bourse anatomique, c'est bien une néobursite. La compression nerveuse est une autre option. Chez ce jeune patient porteur d'une énorme exostose postérieure, on comprend bien que le nerf sciatique était comprimé. Enfin, la transformation sarcomateuse reste rare dans les formes solitaires, mais elle doit être votre obsession. Vous devez la chercher, vous devez savoir l'envoyer au radiologue spécialisé, voire au chirurgien, pour réalisation d'une biopsie éventuelle. Cette transformation sarcomateuse est en fait rare, environ 1% des formes solitaires, mais plus fréquente dans la forme multiple qui existe. C'est la maladie des exostoses multiples, maladie de Bessel-Hagen. On le sait, dans ce contexte-là, le risque de sarcome est important et atteint les 5 à 10%, nécessitant une prise en charge un peu particulière de ces patients. Les critères de suspicion d'une transformation sarcomateuse dans ce contexte est l'existence d'une douleur, on l'a dit, la croissance en taille clinique à travers le temps, la localisation au squelette axial d'une exostose, dont on sait, comme les enchondromes, qu'ils sont de mauvais pronostics, la transformation sarcomateuse se rencontrant 10 fois plus fréquemment qu'au squelette appendiculaire. L'existence d'une coiffe de grande taille dépassant 20 mm chez l'adulte, l'existence de calcifications anarchiques et l'existence d'une prise de contraste de type artériel en IRM. L'épaississement supérieur à 20 mm de la coiffe nécessite une mise au point. Elle ne vient pas de nous, elle vient d'un article récent de Bernard qui nous précise ce que doit être un épaississement de plus de 20 mm. Pour ceci, l'auteur nous recommande de tirer un trait entre le sommet des indentations pour mesurer la coiffe non pas jusqu'à la profondeur des pénétrations cartilagineuses, mais bien en surface de cette ligne. Dès lors que l'épaisseur cartilagineuse dépasse 20 mm à ce niveau, eh bien vous êtes certain d'une transformation sarcomateuse avec une sensibilité de 100% et une spécificité presque totale de 98%. Là encore, nous sortons complètement du cadre des lésions de découverte fortuites, mais ce chapitre méritait une diapositive. Nous ne résistons toutefois pas à l'envie de vous montrer un cas clinique traduisant malheureusement cette transformation sarcomateuse chez une jeune patiente, porteuse manifestement d'une exostose du squelette axial qui était méconnue, s'était développée en direction du premier trou sacré et qui présentait sur l'imagerie des calcifications périphériques relativement typiques, tandis qu'en IRM, la matrice était cartilagineuse avec ses prises de contraste tout à fait particulières que nous détaillerons dans le module dédié aux tumeurs cartilagineuses. Au total, on peut retenir de l'évolution de ces exostoses qu'elle est le plus souvent bénigne en cas de lésion unique. Celles-ci, une fois connues, ne devront s'explorer qu'en cas de douleur, à la recherche notamment d'une bursite ou d'une fracture, même si le sarcome est très rare mais possible. La situation est autrement plus délicate en cas de maladie des exostoses multiples puisque la transformation est finalement relativement fréquente. Ce que l'on recommande, c'est donc de faire un bilan initial qui peut se faire par scintigraphie, par scanner thoraco-abdominopelvien qui aura l'avantage de bien explorer le squelette axial, voire d'IRM corps entier actuellement.
La conduite à tenir consistera pour un certain nombre d'auteurs à réséquer de façon systématique les lésions du squelette axial dont on sait qu'elles ont un risque de transformation 10 fois plus élevé que les lésions appendiculaires, tandis que les lésions appendiculaires pourront bénéficier d'un suivi clinique, voire radiologique de façon itérative. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que l'exostose est une lésion cartilagineuse très fréquente chez l'enfant et l'adulte. Le second point fort à retenir est que dans les cas difficiles, le scanner permet d'affirmer le diagnostic en montrant la continuité qui existe entre le tissu spongieux de la lésion et celui de l'os porteur sous-jacent. Le troisième point fort à retenir est qu'une exostose douloureuse doit obligatoirement être explorée afin d'exclure une transformation maligne, même si d'autres diagnostics nettement plus bénins sont le plus souvent rencontrés. Dans le prochain module, nous nous intéresserons à la physiopathologie et à la sémiologie des enchondromes. Je vous remercie de votre attention.